C'est tout de suite la parole à Stéphanie qui va donc introduire la notion de dépistage et de l'organisation dès la consultation d'anesthésie de l'intégration du risque de troubles cognitifs. Donc on va te laisser la parole Stéphanie, merci beaucoup. Merci beaucoup Vincent. Donc effectivement, comment évaluer le risque de troubles cognitifs post-opératoires dès la consultation d'anesthésie? Alors tout d'abord, que nous disent nos sociétés savantes, que ce soit les recommandations de l'ASFAR sur l'anesthésie du sujet âgé ou les recommandations de l'ESAIC sur le délirium post-opératoire, il est recommandé de screener les patients en préopératoire en recherchant les facteurs de risque de survenue de délirium et de troubles cognitifs plus tardifs. Ces facteurs de risque, vous les voyez en partie listés ici. Alors il y en a toute une partie plutôt sur la gauche de les diapos qui sont des facteurs de risque qu'on recueille de façon tout à fait classique lors de la consultation d'anesthésie. Donc l'âge, toutes les comorbidités, les anomalies du bilan biologique comme les dysnatrémies, le type de chirurgie. Et puis, il y a des facteurs de risque qui sont un peu plus spécifiques et qu'on ne recherche pas forcément pour une consultation d'anesthésie tout venant, mais sur lesquels il va falloir se pencher pour les patients particulièrement à risque. Et donc là, l'idée de ce topo, c'est de vous présenter des méthodes simples et rapides, surtout parce qu'il ne faut pas que notre consultation d'anesthésie de 15-20 minutes, elle se transforme en une journée d'hôpital de jour de gériatrie. Donc comment évaluer en quelques minutes le trouble de l'humeur, les troubles cognitifs, la fragilité et la charge anticholinergique. Donc pour commencer, comment dépister les troubles de l'humeur? Donc moi l'échelle que je vous propose là, c'est un test qui s'appelle le mini GDS. Donc GDS c'est pour Geriatric Depression Scale. Donc c'est une échelle de recherche de la dépression qui est spécifiquement développée pour les sujets âgés. Elle est extrêmement simple. C'est 4 questions que vous voyez listées ici. Le patient il doit répondre par oui ou non. Et en fonction de sa réponse, il a des points ou pas. Et dès que le score est supérieur ou égal à 1, on considère que le patient a une forte probabilité de dépression. Donc vous voyez, ça prend 2 minutes grand maximum. Ensuite, les troubles cognitifs. Donc là, la première étape qui va être importante, c'est d'interroger le patient, sa famille, pour savoir s'ils se plaignent d'un trouble cognitif. Parce que la plainte cognitive fait vraiment partie des critères diagnostiques des troubles cognitifs. Et ensuite, il est aussi très facile d'évaluer l'orientation dans le temps et dans l'espace des patients en leur demandant s'ils savent où on est et quelle est la date du jour. Ensuite, si on veut aller un petit peu plus loin, il existe des tests cognitifs qui sont très rapides à faire passer, beaucoup plus rapides qu'un MMS. Il existe par exemple le 6-SIT qui est très rapide et moi je vais vous présenter un peu plus le mini-coq test qui est aussi un test extrêmement rapide et simple. On demande aux patients de mémoriser 3 mots parmi une liste classique de mots à mémoriser. Ensuite, on lui fait passer le test de l'horloge, qui est un test que j'aime beaucoup parce que je le trouve très discriminant et il permet de mettre en évidence parfois certains troubles chez des patients qui donnent vraiment le change à l'interrogatoire classique. Donc le test de l'horloge, c'est on demande aux patients de mettre sur un cercle les chiffres du cadran de l'horloge et ensuite de mettre la petite et la grande aiguille pour faire 11h10. Et à l'issue de ce test de l'horloge, on va lui demander de nous redonner les 3 mots qu'on lui avait demandé de mémoriser. Et donc, il gagne 1 point par mot qu'il arrive à rappeler. Et puis, s'il est arrivé à mettre les chiffres correctement sur l'horloge, il a 1 point. S'il est arrivé à mettre les aiguilles correctement, il a un autre point. Si le score total est inférieur à 3, on considère que le test est positif et que le patient présente un trouble cognitif. Ensuite, il est important d'évaluer la fragilité. Donc la fragilité, c'est un concept gériatrique qui correspond à une perte de réserve physiologique qui va faire basculer les patients beaucoup plus facilement lors d'un stress comme le stress chirurgical, par exemple. C'est un phénotype qui est associé à la sarcopénie. Il existe des moyens très simples de dépister la fragilité. Là, je vous présente une première échelle qui s'appelle la Frail Scale. Donc on reprend les
les lettres du mot frail et ça nous permet d'avoir les différents facteurs à rechercher. Donc la fatigue, on demande au patient s'il a le sentiment d'être fatigué la plupart du temps sur les derniers mois qui viennent de s'écouler. La résistance, on lui demande s'il a du mal à monter 10 marches sans s'arrêter. Ambulation, là on lui demande s'il peut marcher 90 mètres sans aucune assistance. Illness, c'est est-ce qu'il a 4 pathologies parmi ses antécédents. Et loss of weight, donc la perte de poids, est-ce qu'il a perdu au moins 5% de son poids sur la dernière année. Et à partir du moment où les patients cochent 3 de ces différents points, là c'est un signe d'alerte, le patient est fragile et il sera à risque de développer des troubles cognitifs post-opératoires. Une autre échelle pour dépister la fragilité, c'est le score de fragilité clinique que j'aime bien aussi parce qu'il est associé à des petits schémas qui sont très parlants et avec un texte qui décrit bien la situation aussi. Donc c'est facile d'un coup d'œil de classer le patient dans une catégorie et plus il est dans une catégorie qui s'approche du 9, plus il est à risque et plus il est fragile. Et enfin, pour terminer, je voulais vous parler de l'évaluation de la charge anticholinergique. Donc les médicaments anticholinergiques, c'est des médicaments qui sont très délétères pour la cognition des patients âgés, qui favorisent la survenue de délirium et de troubles cognitifs. Les médicaments anticholinergiques, ils n'ont pas que des effets cognitifs. Ils vont aussi favoriser les rétentions aiguës d'urine, les fécalomes. Ils sont associés au syndrome SEC. Donc il y a beaucoup d'effets secondaires aux médicaments anticholinergiques. Il existe des échelles qui classent les différents médicaments à potentiel anticholinergique en fonction de leur potentiel, plus ou moins fort. Donc ces échelles, il y en a plusieurs. Là, je vous présente l'ACB qui a l'intérêt de les classer vraiment en fonction de leur impact cognitif, ces médicaments. L'intérêt de ces échelles, entre autres, c'est de se rendre compte qu'il y a certains médicaments qui ne sont pas connus largement pour être anticholinergiques, comme la warfarine ou le Lasix, mais qui en fait figurent dans ces listes-là. Ensuite, la limite de tout ça, c'est que ces échelles, elles n'ont jamais été validées en périopératoire. Là, actuellement, je ne peux pas vous dire un score, un seuil de score à partir duquel on va considérer que le patient il est à risque en périopératoire d'avoir des troubles cognitifs. Donc ça reste des choses à développer. Et puis, ce n'est pas forcément facile actuellement de retrouver les médicaments de nos patients dans cette liste de plus de 80 médicaments, même s'ils sont classés dans chaque colonne par ordre alphabétique. Après, on peut imaginer dans le futur, avec nos logiciels de consultation et de prescription, que ce genre de score pourra être fait automatiquement et nous aiguiller vers les risques. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Écoute, donc c'est très clair. J'ai bien aimé finalement ces échelles qui, a priori, ne doivent pas nous prendre trop de temps, comme tu l'as dit. Alors, je vais te poser une question un peu piège, mais si jamais tu devais en faire qu'une parmi celles que tu nous as énoncées, est-ce que tu partirais plutôt sur de la fragilité ou plutôt sur de la recherche de troubles dépression? Qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus discriminant en pré-dépistage, vraiment pour aider l'anesthésiste qui a besoin en quelques minutes de pouvoir trier le patient et aller au plus vite vers l'information? Alors moi, s'il fallait vraiment en choisir qu'un, je pense que la fragilité est le plus intéressant. Premièrement, c'est vraiment associé à la survenue de délirium et de troubles cognitifs. Un patient fragile a un risque multiplié par plus de 3 de présenter un de ces troubles. Ensuite, c'est aussi associé à la mortalité post-opératoire, d'autres complications post-opératoires, à la durée de séjour. Donc, ça permet aussi de screener les patients pour ces points-là. Et puis ça regroupe aussi la nutrition, l'autonomie. C'est différents facteurs qui sont importants. Et en une échelle, on peut comme ça avoir un coup d'œil un peu général du patient en s'intéressant à la fragilité. Merci beaucoup. On reprendra ces points-là un peu après. On va juste